Il est difficile d'imaginer qu'à notre époque, des personnes disparaissent encore sans laisser de traces, mais cela arrive constamment. Dans cette vidéo, nous relatons l'histoire de 5 randonneurs qui se sont évanouis en pleine nature, ne laissant derrière eux que des questions sans réponse et des indices glaçants. Que sont devenus ces aventuriers partis en trek sans jamais revenir? Était-ce la rudesse de la nature ou bien quelque chose de plus sinistre était-il en jeu? C'était le 23 juin 2024 que Sebastian Jaworski, un alpiniste expérimenté, partit en randonnée sur le mont Brandon dans le comté de Kerry, en Irlande. À 46 ans, Sebastian était un homme en pleine forme, animé par une passion pour les grands espaces. Pourtant, malgré son expérience et son amour de la nature, il ne revint jamais de sa randonnée, laissant derrière lui un océan de questions sans réponse. En juin 2024, Sébastien était un véritable passionné des activités en plein air. Bien qu'originaire de Pologne, il avait fait de l'Irlande sa demeure depuis un certain temps. Il nourrissait une profonde passion pour la randonnée, le cyclisme, le kitesurf et bien d'autres activités extérieures. De surcroît, il connaissait parfaitement les régions montagneuses du comté de Kerry, notamment le mont Brandon. Il n'était donc pas surprenant pour lui de s'aventurer dans une zone qu'il maîtrisait si bien. C'est vers 15h30 ce dimanche que Sébastien a été aperçu près du sommet du mont Brandon. Il portait un short et un haut sombre et arborait un grand sac à dos, une tenue typique pour quelqu'un qui fréquente régulièrement les montagnes. Le jour suivant, lundi 24 juin, il était attendu à son travail à Cork. Mais en l'absence de toute nouvelle de sa part, aucun appel pour signaler une maladie ou une autre raison, son absence déclencha des inquiétudes et les autorités furent alertées. Une vaste opération de recherche débuta dès le lendemain, le 25 juin 2024. La parfaite connaissance du terrain par Sébastien, alliée à son expérience, rendait sa disparition encore plus préoccupante. Le mont Brandon est l'un des sommets les plus emblématiques d'Irlande. Culminant à 952 mètres, il représente le point le plus élevé de la péninsule de Dingle. Au sommet trône une grande croix en hommage à son homonyme, Saint Brendan. De nombreux randonneurs apprécient ce mont pour ses sentiers exigeants mais gratifiants, offrant des panoramas saisissants sur le paysage environnant. Néanmoins, son relief accidenté et la météo imprévisible en font un lieu potentiellement dangereux, même pour les randonneurs les plus expérimentés. Un brouillard épais, des vents violents ou des changements soudains de temps peuvent transformer une randonnée de routine en périple périlleux. La Gardaí et l'équipe de secours en montagne du Kerry ont mené l'opération de recherche avec l'assistance de l'Association des chiens de recherche et de sauvetage, de la garde côtière de Dingle et de l'hélicoptère Air 115 de la garde côtière. Leur première découverte fut la voiture de Sébastien retrouvée sur le parking Faha au pied du mont Brandon, ce qui indique qu'il avait entamé sa randonnée comme prévu. Des conditions météorologiques défavorables entravèrent les recherches initialement concentrées sur la montagne. Un couvert nuageux bas réduisait la visibilité et compliquait la navigation sur le terrain. L'espoir de retrouver Sébastien commençait à s'amenuiser au fil des jours en l'absence de la moindre piste. Puis, le 30 juin, les équipes découvrirent le sac à dos de Sébastien non pas sur le mont Brandon, mais sur la plage de Banna, située de l'autre côté de la baie du mont Brandon. Ainsi, l'orientation de l'opération fut modifiée. Cette nouvelle découverte fit naître l'hypothèse inquiétante que Sébastien aurait pu tomber ou se retrouver dans l'eau, emporté par le courant, jusqu'à la plage. L'enquête se focalise désormais sur le littoral entourant la zone de Brandon Point dans la péninsule de Dingle. L'équipe de secours en montagne du Kerry, la garde côtière irlandaise ainsi que des bénévoles locaux jouent un rôle essentiel dans les recherches. Des hélicoptères, des drones et des chiens de sauvetage ont été mobilisés pour tenter de retrouver la moindre trace de Jaworski, mais jusqu'à présent, aucune réponse définitive n'a émergé. L'opération, désormais concentrée le long de la côte, est compliquée par la géographie difficile et l'immensité du territoire à couvrir. La famille de Sébastien vit désormais dans l'incertitude. Son frère, Jarek, a publiquement exprimé sa gratitude envers les équipes de recherche et les bénévoles, mais demeure profondément troublé par l'absence de réponse. À ce jour, malgré la mobilisation inlassable des équipes de secours, les recherches minutieuses effectuées dans tous les recoins de la région et les efforts conjoints des autorités, Sebastian Jaworski n'a toujours pas été retrouvé, laissant sa famille et ses proches plongés dans une inquiétude persistante. Le 23 mars 2024, José Tomás Lainez, 54 ans, citoyen américain, se rendit dans son Salvador natal pour renouer avec ses racines et rejoindre sa famille élargie lors d'un voyage dans la région de San Vicente. Un jour plus tard, José disparut sans laisser de traces, laissant derrière lui une famille désespérée et le cœur brisé.
Né au Salvador, José partit pour les États-Unis alors qu'il était préadolescent. Il y bâtit sa vie, travaillant pendant des décennies pour le Los Angeles Unified School District, où il fut récemment promu, passant de chauffeur de bus à superviseur. Au fil des ans, José conserva un lien fort avec le Salvador, retournant fréquemment pour rendre visite à sa famille et explorer le pays. Passionné de randonnée et des activités de plein air, il aimait dénicher rivières et cascades et était particulièrement enthousiaste à l'idée d'explorer les lieux dont sa mère lui avait parlé durant son enfance. Ce dimanche, 24 mars 2024, José partit en randonnée à San Vicente en compagnie d'un petit groupe de membres de sa famille, comprenant sa mère, son neveu, son cousin, un guide local et l'épouse de ce guide. Il souhaitait visiter une rivière recommandée par ce dernier. La mère de José se montra particulièrement enthousiaste à cette idée, se remémorant les récits de son enfance liés à cette rivière en particulier. La région de San Vicente au Salvador est un lieu d'une grande beauté naturelle caractérisée par ses jungles denses et ses collines ondulantes. Les sentiers isolés peuvent s'avérer difficiles à parcourir, notamment pour ceux qui ne connaissent pas le secteur. La région présente également d'autres dangers. La présence d'activités de gangs et la violence qui y est associée rendent certaines zones particulièrement risquées. Cependant, José et sa famille étaient focalisés sur l'objectif de ce voyage, atteindre la rivière. La randonnée débuta sans encombre, mais au fur et à mesure de leur progression, José se rendit compte que le guide avait brusquement quitté le groupe sans explication, abandonnant non seulement la famille de José, mais également sa propre épouse. Le groupe décida de continuer sa route et finit par atteindre la rivière. Pourtant, cette dernière était bien différente de ce que le guide avait décrit. Au lieu de puissantes eaux tumultueuses, ils ne trouvèrent qu'un mince filet d'eau, presque à sec. Vers 12h30, la famille s'arrêta brièvement au bord de la rivière. José but de l'eau avec ses mains et se lava le visage. Ce fut la dernière fois qu'on le vit. Puis, l'homme disparut. Au fil des heures, en l'absence persistante de l'aînesse, la famille commença à s'inquiéter de plus en plus. Vers 17h, sans aucune trace de lui, ils craignaient le pire. La réaction initiale des autorités locales fut exaspérément lente. Lorsque la famille se rendit au commissariat pour signaler la disparition de José, les policiers leur indiquèrent qu'ils devaient attendre 24 heures avant de pouvoir déposer une plainte pour personne disparue. Ils se rendirent ensuite dans un autre poste de police, mais lorsqu'ils réussirent enfin à déposer le rapport, il était environ 22 heures et il faisait déjà nuit. Ainsi, les recherches furent de surcroît entravées par le manque d'équipements appropriés comme des lampes de poche, rendant impossible toute poursuite après le coucher du soleil. L'opération de recherche débuta véritablement le lendemain. Depuis, la quête de José se poursuit, mais les résultats restent bien loin d'être satisfaisants. La police civile nationale du Salvador a mené plusieurs opérations avec des effectifs variés, allant parfois jusqu'à 100 personnes, mais l'immensité et la difficulté du terrain ont rendu ces efforts particulièrement ardus. La communication entre la famille de José et les autorités a été inconstante, et ses proches ont exprimé leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme un manque d'urgence et de coordination dans l'enquête. Ils se sont tournés vers des responsables américains pour obtenir de l'aide, mais n'ont jusqu'à présent reçu que des réponses standards, renforçant ainsi leur sentiment d'impuissance. De plus, la famille de José commença à envisager la possibilité que sa disparition ne soit pas accidentelle, sachant que la région n'est pas étrangère aux gangs susceptibles de l'avoir ciblée. À ce jour, aucune preuve publique ne vient étayer cette théorie. La famille craint qu'en l'absence de soutien des autorités, il ne soit jamais retrouvé vivant. Les circonstances entourant sa disparition demeurent opaques, et l'enquête n'a jusqu'à présent fourni aucune piste concrète. En juin 2024, Albert Calibé partit pour une randonnée en Grèce. Âgé de 59 ans, Albert était un ancien adjoint du shérif californien qui visitait la Grèce et l'île d'Amorgos en particulier depuis plusieurs années. Habitué aux défis de la vie en plein air, il ne revint jamais de son expédition, laissant sa famille et ses amis livrés à la peur, à la frustration et à l'incertitude. Albert prit sa retraite du département du shérif du comté de Los Angeles en 2018 après 2 décennies de service. Malgré cela, il continua de travailler à temps partiel, fidèle à son engagement pour le service public. En dehors de sa carrière, Albert était passionné par la forme physique et la nature dans toute sa splendeur. Il suivait une routine d'exercice rigoureuse, composée de courses quotidiennes sur la plage et de baignades dans l'océan sans combinaison. Étant donné son excellente condition physique, il n'est donc guère surprenant que, le 11 juin 2024, il ait décidé de partir en randonnée sur l'île d'Amorgos, en dépit des températures élevées de la journée.
L'île d'Amorgos est une petite île escarpée située dans la mer Égée avec une population de moins de 2000 habitants. Elle est reconnue pour la beauté de ses paysages, ses falaises abruptes et ses itinéraires de randonnée exigeants. Les mêmes atouts qui séduisent les touristes aventuriers comportent également des risques pour ceux en difficulté. Malgré son charme apparent, l'île peut se révéler impitoyable, notamment en plein été, lorsque les températures grimpent à des niveaux dangereux. Le 11 juin 2024, jour où Albert Calibé entreprit sa randonnée, fut une journée particulièrement chaude. Pourtant, Albert, en parfaite forme, connaissait bien l'île qu'il visitait depuis 2009. Il avait déjà parcouru à de multiples reprises le trajet d'Aïjali à Katapola, l'un des sentiers les plus célèbres de l'île. Ce matin-là, il quitta le village d'Aïjali vers 9h30. Avant de commencer sa marche, il envoya à sa petite amie, Debbie Leshane, une photo du point de départ du sentier. 2 heures plus tard, après avoir acheté une boisson rafraîchissante et une bouteille d'eau, il poursuivit sa randonnée. Ce fut la dernière fois qu'on le vit. Lorsque son retour ne fut pas celui attendu, des recherches furent rapidement engagées, mais aucune trace d'Albert ne fut retrouvée. Les premières opérations, étendues et minutieuses, mobilisèrent des équipes locales de sauvetage, des hélicoptères et des drones. Même les bergers locaux se joignirent aux recherches, fouillant le terrain rocailleux à la recherche du moindre indice de sa présence. Cependant, la chaleur extrême, combinée à la topographie périlleuse de l'île, entra en ligne de compte pour entraver les efforts de recherche. Par ailleurs, la famille d'Albert estima que tant les autorités grecques que l'ambassade des États-Unis faisaient preuve d'un manque d'urgence face à la situation. Oliver, le frère d'Albert, s'envola pour la Grèce afin de prêter main forte aux recherches, mais fut stupéfait d'apprendre que les autorités locales refusaient de mener des opérations nocturnes, invoquant des ressources limitées. Les promesses de soutien supplémentaires, telles que l'intervention de chiens renifleurs et des survols accrus, restèrent lettre morte, intensifiant la frustration et l'angoisse parmi les proches d'Albert. Les jours passèrent et se transformèrent en semaines, et la famille d'Albert finit par perdre espoir. Déterminés à le retrouver, ils se mirent à le chercher eux-mêmes, sans aucun succès. Ils proposèrent même de financer l'envoi d'hélicoptères et le déploiement de chiens de recherche par les autorités grecques, mais leurs offres furent également refusées. Peu à peu, des soupçons de malveillance s'installèrent en raison du manque total de preuves. Ces inquiétudes furent amplifiées par les nombreux obstacles rencontrés lors des recherches, des bâtons dans les roues imposés par les autorités grecques, associés à une assistance trop limitée de la part du gouvernement américain. Face à ces difficultés, sans oublier l'épuisement physique provoqué par les relevés en pleine chaleur, la famille fut finalement contrainte de quitter l'île sans savoir quelle direction prendre. L'enquête sur la disparition d'Albert Calibé est toujours en cours, bien que les recherches aient officiellement pris fin. Le mystère entourant sa disparition continue de peser lourdement sur le cœur de sa famille. En décembre 2023, la doctoresse Nathalie Casal, généraliste retraitée de 71 ans originaire de Perth, Australie-Occidentale, annonça à sa famille son intention de parcourir le Bibul Moon Track, un sentier bien connu et réputé pour sa difficulté. En mars 2024, cependant, Nathalie fut déclarée disparue par son fils. Les circonstances de sa disparition paraissent particulièrement étranges, mêlant tragédie, une tendance à la discrétion et une passion profonde pour les oiseaux dans un cas énigmatique. La doctoresse Nathalie Casal était une figure très respectée dans sa communauté, reconnue pour son dévouement envers ses patients et sa grande implication en faveur de l'environnement. Elle avait consacré une grande partie de sa carrière à exercer en tant que médecin généraliste dans des régions reculées. C'était une personne qui se surpassait pour venir en aide tant aux humains qu'aux animaux. Sa retraite avait été annoncée de façon assez brusque en 2022 au grand étonnement de son entourage, car elle n'avait donné aucun signe avant-coureur indiquant qu'elle envisageait de quitter sa pratique. En réalité, Nathalie souffrait d'une maladie grave, un fait qu'elle n'avait pas voulu partager avec sa famille, sans doute pour la protéger. Très discrète, elle avait toujours su garder sa vie privée jalousement. En décembre 2023, Nathalie fit savoir à sa famille qu'elle partirait parcourir le Bibul Moon Track avec un groupe organisé. Ce sentier est l'un des parcours de longue distance les plus célèbres d'Australie, s'étendant sur plus d'1 millier de kilomètres, soit plus de 625 milles, de Kalamunda, près de Perth, jusqu'à Albany, sur la côte sud. Le parcours traverse des forêts denses, des rivières paisibles et offre des panoramas côtiers accidentés. Il est bien connu que le terrain du Bibul Moon présente de nombreux défis et exige des randonneurs une préparation rigoureuse et une bonne condition physique. Généralement, ce trajet est entrepris par des marcheurs expérimentés, souvent par étapes, et l'ensemble du parcours peut nécessiter plusieurs semaines d'efforts intenses. De plus, le sentier traverse des zones isolées
et parfois périlleuse, où l'aide peut se faire attendre des heures, voire des jours, tandis que l'été en Australie occidentale, période envisagée par la doctoresse Casal, expose aux températures extrêmes et à un risque accru d'incendie, rendant toute expédition particulièrement dangereuse. C'était le 6 décembre 2023 que Nathalie fut vue pour la dernière fois. Elle se trouvait chez elle, annonçant à sa famille qu'elle partait pour le sentier. Mais c'est justement à ce moment précis que la certitude s'efface pour laisser place au mystère. En mars 2024, 3 mois après sa dernière apparition, le fils de la doctoresse, Ramon, déclara sa disparition. Dans un premier temps, les enquêteurs concentrèrent leurs recherches sur le Bibul Moon Track suite à un signalement selon lequel Nathalie aurait été aperçue à Northcliffe, une petite ville située le long du sentier, où elle aurait fait des achats de fournitures. Toutefois, cette piste se révéla être une impasse. De surcroît, personne ne vint confirmer l'idée qu'elle aurait été raccompagnée jusqu'au point de départ, et aucune preuve ne montrait qu'elle ait rejoint un groupe ou entamé la randonnée. Il est donc tout à fait possible que Nathalie Casal n'ait jamais mis les pieds sur le sentier. Jusqu'à présent, l'enquête n'a mis au jour aucune trace de son matériel ni aucune indication de sa présence le long du parcours. L'enquête se complique davantage du fait que Nathalie a laissé son téléphone portable, désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux et pris d'autres dispositions qui, pour certains, laissent penser qu'elle ne souhaitait peut-être pas être retrouvée. Ces agissements, combinés à sa nature réservée et à ses récentes préoccupations de santé, ont conduit sa famille à craindre qu'elle n'ait pris des mesures drastiques en réaction à son diagnostic. Son fils, Ramon, a même avancé l'hypothèse que sa disparition pourrait être liée à sa détresse face à la destruction des habitats des Kakatoès noirs proches de son domicile à Nyangara. Malgré des recherches approfondies et de multiples appels à témoins, aucune nouvelle piste n'est apparue. La famille a saisi la cour du coroner de l'Australie occidentale dans l'espoir de relancer l'enquête et d'obtenir une forme de clôture. Or, l'affaire demeure non résolue, plongeant ses proches dans un état liminaire aussi bien sur le plan juridique qu'émotionnel, les empêchant de gérer ses affaires ou d'avancer. La doctoresse Nathalie Casal reste introuvable. Le 15 janvier 2024, Thomas Irwin, un homme de 73 ans, explorait le sentier Petroglyph Point dans le parc national Mesa Verde. Passionné de plein air, Thomas souffrait cependant d'un trouble cognitif susceptible de provoquer de la confusion et nécessitant une prise régulière de médicaments. Ce lundi-là, il entreprit sa randonnée sans se douter qu'il ne rentrerait jamais chez lui. Le 15 janvier 2024, vers 13h15, Thomas fut aperçu en train de parcourir le sentier Petroglyph Point, une boucle exigeante de 2,4 miles dans le parc national Mesa Verde. Il portait une veste en polaire grise, un jump bleu et des chaussures de randonnée couleur kaki. Ce fut la dernière fois que quiconque vit cet homme de 73 ans. Situé dans le sud-ouest du Colorado, le parc national Mesa Verde est réputé pour ses sites archéologiques remarquablement préservés. Le sentier Petroglyph Point, où Thomas fut vu pour la dernière fois, constitue une randonnée particulièrement difficile, connue pour son terrain accidenté, ses chemins étroits et ses précipices abrupts. Le parcours conduit à un important panneau de pétroglyphes, site d'une grande importance historique et culturelle. Bien que la boucle ne mesure que 2,4 miles, elle est jugée difficile en raison des variations d'altitude et des dangers potentiels liés au paysage rocheux. Les randonneurs sont régulièrement avertis des risques de déshydratation, du mal d'altitude et des dangers de s'approcher trop près des bords instables des falaises. Le mardi 16 janvier 2024, le téléphone portable de Thomas Irwin fut retrouvé sur le sentier par d'autres randonneurs et remis au musée du parc. Ce qui a finalement déclenché l'alerte fut la découverte de sa voiture abandonnée dans le parc, en infraction avec la politique interdisant de laisser les véhicules sur place pendant la nuit. Après que le téléphone de Thomas eut été déposé au musée du parc, les autorités émirent l'hypothèse que l'homme avait achevé sa randonnée mais s'était ensuite perdu ou rendu incapable de continuer. Les premières recherches se concentrèrent dans la zone de Chapin Mesa où se situe le sentier. Toutefois, le manque de pistes et le terrain périlleux du parc entravaient les opérations de recherche. Plusieurs équipes de recherche et de sauvetage se joignirent à l'enquête, dont le National Park Service et des unités canines. Des recherches aériennes par hélicoptère furent également menées, couvrant les vastes systèmes de canyons du parc. Malgré tous ces efforts, aucune trace de Thomas ne fut retrouvée. Les autorités étaient particulièrement préoccupées par le trouble cognitif de Thomas et par son probable manque de médication. Elles lancèrent à de multiples appels à toute personne ayant aperçu Thomas le jour de sa disparition ou disposant d'informations sur ses activités dans le parc afin de se manifester. À ce jour, Thomas Irwin est toujours porté disparu.